va tout de suite filer sur place voir Jérémy Saakian, notre envoyé spécial. Jérémy, ça continue de tomber ou ça y est, il y a un petit peu d'accalmie? Ouais, l'apocalypse est passé, mais c'est vrai que j'ai rarement vu ça. Hein. Vous demandiez la taille des grêlons, je sais pas si vous pouvez bien le voir, c'est de la taille d'un pouce. Hein. Sincèrement, la route était couverte de grêle tout à l'heure. On n'avait plus d'images parce que le faisceau a coupé, mais ça semblait évident que la course allait être arrêtée. Les bus sont en train de redescendre pour aller chercher les coureurs, parce que les bus étaient stationnés au-delà de la ligne d'arrivée. Toujours des éclairs, de l'orage. Quand je parle d'apocalypse, sincèrement, c'est pas exagéré. Jérémy, justement, les coureurs sont restés à l'abri. Comment ça se passe exactement dans le protocole? Est-ce que les bus vont aller directement les récupérer? Comment est-ce qu'on s'organise là-haut? Ouais, tous les bus sont en train de redescendre. Alors les coureurs sont quelques kilomètres en aval. Forcément, il va falloir récupérer tout le monde et les mettre au chaud. Alors le protocole, je le connais pas, dans la mesure où on n'a plus d'images, on n'avait plus d'infos. On a appris par l'organisation dans un premier temps que l'espace VIP avait été évacué. Ça, c'est pour des raisons de sécurité. La foudre est tombée très proche de la ligne d'arrivée. Il y a de cela à peu près 1 heure. Il n'était pas question de faire courir ces risques-là aux coureurs. On les a vus sur des écrans de contrôle proposé par le signal international. Les coureurs étaient à l'abri en bas de l'ascension de Font-Romeu. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas, mais les bus semblent très pressés. On se fait klaxonner de partout. Il faut pas que les coureurs prennent froid parce que demain, il y a une grosse étape qui les attend aussi. Hein. Merci beaucoup Jérémy, mettez-vous à l'abri, hein, parce que ne vous faites pas écraser, surtout par les bus. Ouais, voilà, exactement. Ils vont effectivement aller les chercher là où les coureurs sont en train d'attendre. Ces images, elles sont incroyables. Jackie Durand, Florent Pigeon nous ont rejoints. Jackie, vous avez souvenir déjà d'avoir déjà vu ça, assister à ce genre de scène avec des grêlons comme ça? Alors des grêlons non, des courses annulées en raison de la météo, oui. Je faisais allusion l'autre jour. Il y a quelques minutes de l'étape de Paris-Nice qui arrivait au Montbrouilly où on avait ce même genre d'image, mais ce n'était pas de la grêle sur le bord de la route, mais c'était la neige. Et là aussi, la route était impraticable. On avait les mêmes images où il y avait un bel élan de solidarité avec les gens qui étaient sur le long du parcours, qui avaient ouvert leurs portes pour les coureurs qui étaient transis de froid également. Avec la grêle, non. Il y avait eu aussi il y a quelques années, on l'a dit, sur les routes du Dauphiné, une arrivée qui arrivait sur le Vercors, où les premiers coureurs avaient pu franchir la ligne, mais les derniers coureurs avaient essuyé le même orage, quasiment le même. Et là, c'était pareil, mais sauf qu'il n'y avait pas d'habitation. Et ce jour-là, tous les coureurs avaient trouvé abri dans les forêts. On avait les camping-cars qui étaient sur le bas-côté. Les quelques coureurs avaient réussi à s'abriter dans des voitures, dans des camping-cars, et avaient franchi la ligne beaucoup plus tard. Mais je pense que si cette averse était arrivée un petit peu plus tard, genre à 2 km de l'arrivée, on pouvait faire l'arrivée. Mais là, il y avait encore la descente. On était au sommet du col de première catégorie. Il fallait aborder la longue descente vers Font-Romeu et ensuite remonter. Donc, je pense que la décision des coureurs d'aller s'abriter, elle était logique, naturelle. Et puis c'est Pogacar quasi qui prend la décision. En tout cas, avant, il y en a certains qui sont arrêtés, mais dans le groupe de Pogacar, c'est quand même lui qui donne le signe, quoi. C'est stop. C'est aussi de l'instinct de survie. On prend de la grêle sur la tronche, on se dit on va pas rester là à se faire taper dessus. On voit qu'il y a un moyen de s'abriter, on y va. Évidemment que lui, il est devant avec Pedersen, ils sont expérimentés, ils sont charismatiques. Ils prennent la direction, ils montrent par là où il faut aller. Allez, on y va. Et derrière, l'annulation, c'est le bon sens qui prévaut. C'est logique dans cette situation très précise. C'était de la chose à faire. Alors on a vu les coureurs aussi s'abriter évidemment, on les voit grelotter, on a vu Bruno Armirail qui est en train de serrer comme ça. Forcément on est en plein effort David, et puis ça s'arrête, les températures chutent, on prend de la grêle, et puis il y a aussi tout ce stress évidemment, tout qui redescend. Il y a des choses à craindre pour la suite. Est-ce que on peut se dire tiens il y en a qui vont choper des coups de froid, comment on gère là la suite? Bah oui, c'est ça le problème, c'est qu'à un moment on se retrouve un petit peu dans la pampa, quelques minutes où on est frigorifié, donc il y a quand même ce risque de tomber malade derrière, parce qu'on voit il n'y a pas de corps qui relote, il faisait quand même que 12 degrés en haut, 12 degrés, en plus vous êtes humide, en plus vous venez de monter un col, donc après un effort, oui c'est un instinct de survie, donc déjà pour s'abriter des grêlons et puis après pour se réchauffer.
Après, on n'a pas de nouvelles des deux coureurs qui étaient devant. Alors eux, je ne sais pas où ils se sont arrêtés, mais peut-être qu'on aura des nouvelles plus tard. Et Bruno Armirail, c'est un dur, hein. C'est un Pyrénéen. Regardez de quel bois il est fait. Il reste devant. Lui, très peu pour lui se mettre au chaud. Il reste, il regarde, il regarde la situation. Mais pas question d'aller se mettre au chaud. Non, mais par contre, on sent qu'il est frigorifié. Il a froid quand même, oui. Ouais, Je crois qu'il attend les assistants, parce qu'il a dû demander, parce qu'on fait ça, on demande à l'oreillette, vous êtes où, vous êtes où, ouais, on le voit, il parle à l'oreillette, vous êtes où, parce que là, ce serait quand même urgent que vous ameniez nos sacs de pluie, car on le rappelle, dans chaque voiture de directeur sportif, il y a deux voitures, et dans les deux voitures, eh bien, on a chaque coureur a son sac dit de pluie, où on n'a pas forcément une tenue de rechange, on a toujours les chaussures, mais on a aussi des impairs, des manchettes, des jambières. Et là, on sent qu'il attend avec impatience. Mais vous êtes où? Amenez-moi un petit blouson. Après, souvent, on a aussi parfois les mécaniciens qui sont dans la voiture et qui vont vous sortir un gros blouson. Là, je sais pas, Jean-Marc Marino, bon, il avait peut-être pas envie de donner son blouson parce que lui, sur la moto, il a peut-être pas très chaud non plus. Mais parfois, on parlait beaucoup de solidarité. Je me souviens, il y a quelques années, Tony Hurel sur les routes du Giro qui était frigorifié, il fallait descendre un col, il neigeait et il avait fini avec un manteau de ski. Voilà, pour faire la descente tellement il était frigorifié. Et voilà, il y a cet élan de solidarité. Là, on a senti que tout le monde ouvrait ses portes. Voilà, même les habitants. Et ça, c'est ce qui est beau. David, vous avez souvenir, vous aussi, d'étapes similaires ou des choses que vous avez vécues ou vues? Pareil avec la neige, pas loin d'ici, sur le Tour de Catalogne, pareil, on était partis, au début ça tenait pas, puis ça commençait à tenir sur la route. Ils avaient réussi à mettre une arrivée un petit peu, alors ils avaient gelé les temps, mais de mettre une arrivée pour ceux qui étaient devant, pour décerner un vainqueur, et donc ils avaient été obligés d'annuler. Après, j'ai appris la grêle un petit peu en course, mais voilà, des grêlons un petit peu petits, donc quand ça dure pas trop longtemps, allez, ça peut éventuellement passer, mais là, on parlait de billes, là c'est impossible. Il va y avoir quelques marques dans le dos de coureurs. Et sur la tête aussi, non? La tête, on a le casque maintenant, donc ouais, non, mais c'est vrai, le coup, en effet. Mais c'est vrai que les tenues utilisées par les coureurs, c'est du papier, hein, donc ça protège strictement rien. Donc les marques de grêlons, puis ils ont pas trop de graisse non plus pour amortir, hein, pas trop, non. pas trop, donc certains vont être marqués, à mon avis. Là où je me questionne, c'est que ces prévisions météo, on les connaît depuis 24 heures maintenant. On dit souvent dans les équipes, il y a des stratégies, il y a le plan A, il y a le plan B, il y a le plan C. Pourquoi l'organisation n'a pas de plan B? Pourquoi est-ce que finalement on avance, on se dit le peloton roule à cette allure, on sait qu'ils vont arriver à telle heure à tel endroit. Pourquoi est-ce que l'organisation se dit pas, comme on annonce de la grêle à Font-Romeu, peut-être qu'on pourrait mettre une ligne d'arrivée à Montlouis et quand même donner un vainqueur d'étape plutôt que d'annuler et se retrouver, j'ai envie de dire, un peu face aux événements et le nez dans le caca. Bon, c'est impossible. Ouais, impossible de prévoir vraiment. Enfin, un orage, c'est tellement isolé, c'est tellement la grêle, on ne sait pas où elle va tomber. Pour moi, non, c'est pas de la faute des organisateurs, c'est le manque de chance. Parce qu'honnêtement, on peut pas savoir. La grêle, elle peut passer à 1 kilomètre. On l'a vu lors de l'étape de l'Isran, cette fameuse étape, il grêlait pas, et puis il grêlait 15 kilomètres plus loin. Donc pour moi, comme dit, c'est le manque de chance. Après, oui, on aurait pu aussi, parce qu'on prévoyait en effet ces orages. Non, mais à telle heure. les sacs de pluie, là, par exemple, est-ce qu'on peut pas anticiper aussi ou prendre quelque chose, je sais pas, prendre un kawaii, quoi? Non, mais il y en a, mais non. Après, ce qu'on aurait pu éventuellement faire aussi, c'est dire, on prévoit à partir de telle heure des orages, parce nous on l'avait dit, c'est-à-dire anticiper le départ, avancer le départ. Mais on ne peut pas le faire, car il y a des arrêtés préfectoraux où les routes sont fermées, et si on peut pas dire, tiens, 1h30 avant, ou même prévenir les équipes, je sais pas, ce matin assez tôt, mais techniquement on pouvait pas, donc. Mais sur Paris-Nice, on a bien réussi à descendre une ligne d'arrivée pour donner quand même un vainqueur. Oui, car c'était la neige. Mais là, honnêtement, vous allez faire l'arrivée où? À Montlouis. À Montlouis. Vous avez vu 5 minutes avant, on annonce. Non, mais c'est arrivé vraiment d'un coup. Non, mais bien sûr. Et si le peloton avait roulé plus vite, il serait passé un quart d'heure plus tôt et peut-être qu'il n'y aurait pas eu toutes ces questions. Après, on était en relation avec nos reporters qui étaient sur la ligne. Ils nous disaient, oui, il pleut, il y a un peu de grêle, il y a un peu de pluie, mais on n'avait pas le sentiment dans leur discours que c'était impraticable. C'est arrivé en 5 minutes.
Oui, ça a été rapide sur le côté impraticable. Il y a eu énormément d'éclairs en revanche, donc ça sentait quand même l'orage violent. Bon, quoi qu'il arrive, l'étape est annulée. On a donc roulé pour rien, si je puis dire, aujourd'hui. Mais c'est pas grave parce que demain, on repart. Et on va regarder ce qui nous attend demain avec cette 4e étape avec le profil. Jackie, vous nous faites un petit point? Oui. Oh, même pas de jingle. Non, pas de jingle, j'ai dit le profil, vous voyez, je vous ai... Voilà. Ah donc, pas de problème, étape très courte. Et l'information la plus importante dans cette étape, c'est qu'ils annoncent du beau temps. Parce que là, sur les routes d'Andorre, car c'est une étape tracée en Andorre, avec l'enchaînement de cols. Avec d'entrée l'Envalira, ensuite on doit avoir Betchalis, le col d'Ordino, et la dernière ascension, la Comelia, je pense. J'ai une bonne vue, mais je pense que c'est ça. Betchalis et Ordino, j'en suis sûr. Et puis la dernière ascension de la Comella, avant de replonger une dernière fois vers Andorre-la-Veille. Vous le voyez sur ce graphique, pas 1 mètre de plat. Et le col certainement le plus haut emprunté sur les routes de la Vuelta, l'Envalira, porte de la France.